Une année 2015 moyenne, voire mauvaise dans certains secteurs sur le plan économique. Des entreprises ont émergé, d'autres ont subsisté tant bien que mal et certaines ont carrément mis la clé sous le paillasson. De l'avis de nombreux socioprofessionnels, tous les indicateurs sont au rouge. Pourtant, certaines institutions étatiques s'accordent à dire que la situation n'est pas si catastrophique que cela comparativement en France. La morosité nationale n'est pas de mise en Guyane, la crise est moins prégnante et le dynamisme démographique laisse entrevoir des perspectives intéressantes de développement selon certains observateurs. Alors, quel est le ressenti des acteurs locaux? Ont-ils des raisons d'espérer en un avenir meilleur? Les leviers sont-ils réellement activés pour permettre un véritable décollage de l'économie? Le pays est-il en mesure d'accueillir de nouveaux investisseurs? Le chômage des jeunes pourra-t-il être résorbé dans les années à venir? Autant de questions que nous posons aujourd'hui dans Place Publique à travers ce thème. Économie 2016 sera-t-elle une bonne année? Place Publique. Place Publique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place Publique. Nous accueillons pour l'occasion Madame Valérie Vanoukia. Bonjour Madame. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes la présidente de l'UTPE, l'Union des très petites entreprises de Guyane. Oui. Les TPE, est-ce que c'est vraiment le plus fort contingent des entreprises locales? Alors, sur le nombre, oui. Sur le chiffre d'affaires et sur le nombre de salariés, non, puisque ce sont des entreprises qui ont soit 0 salarié, en tout cas le chef d'entreprise est le seul salarié pour beaucoup d'entre eux. Sinon, nous avons majoritairement des entreprises qui ont jusqu'à 5 salariés. Voilà. Il y en a combien sur l'ensemble du territoire? Alors, aux dernières informations, 10 000 TPE sur 12 000 entreprises en Guyane. C'est quand même pas mal, effectivement. Oui. Olivier Montes, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale du BTP. Votre secteur est plutôt enrhumé en ce moment ou en convalescence? Je dirais enrhumé, avec peut-être une vision de convalescence à moyen terme. Pourquoi il est enrhumé? Pourtant, il fait relativement beau ici en Guyane. Vous l'avez retracé dans la presse. Vous savez que la conjoncture n'est pas favorable au BTP. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et la crise est réellement là. Ernest Prévost, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président des MPI Guyane. Est-ce que le carnaval est une bonne période pour écouler votre production, votre propre production, Ernest Prévost? Non, contrairement à ce que vous pensez, le carnaval n'est pas la meilleure période pour utiliser la production. Quelle est la meilleure période pour vous? C'est la période chaude, où on a une forte température et on est poussé à consommer. Et là, c'est pas vraiment la boisson première du carnaval. Très bien, madame, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose une émission, 2 parties. D'abord, le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour celle à venir. Alors, tout d'abord, ça fait pratiquement un mois que le président Rodolphe Alexandre a pris ses fonctions officiellement à la CTG. Ces derniers jours, il a effectué un déplacement à Paris où il a multiplié les rencontres ministérielles et beaucoup parlé d'économie. Vous avez eu des retours de ces échanges avec les ministères de la part du président Alexandre? Non. Olivier Montes, non? Non, je crois qu'il est rentré hier. Pour l'instant, il s'est pas exprimé dans la presse non plus. Donc, on interviendra une fois qu'il sera exprimé. Et ça vous a surpris qu'il ait beaucoup parlé d'économie justement pendant ce déplacement, Valérie Vanoukia? Ah non, pas du tout. Moi, je crois que la CTG, de toute façon, avait déjà, avec la région, une dimension économique. Elle rassemble maintenant 2 missions, l'économie et le social, mais l'économie reste au cœur de ses prérogatives, c'est sûr. Qu'en pensez-vous, Ernest Prévost? Écoutez, nous on attend beaucoup sur ce qui avait été annoncé déjà par le président Hollande. Et puis là, ça devrait se conforter. On nous avait dit après les élections de la CTG, on devrait avoir plus d'informations concernant l'égalité réelle économique. Donc on attend, on va savoir qu'est-ce qu'on nous proposera pour avoir une économie forte. Alors il a exprimé sa volonté de relancer rapidement la commande publique. Il y a urgence en la matière, selon vous? Oui. En tout cas, dans la partie BTP, il y a vraiment urgence. Nous, on est en ordre de bataille. Ça veut dire qu'on a une vision très claire des montants qu'il faut pour la relance, des délais qu'il faut. À l'heure d'aujourd'hui, on attend de rencontrer de façon officielle la CTG et l'État pour mettre tout ça en branle, parce qu'il y a vraiment urgence, quoi. Et depuis sa prise de fonction, vous avez déjà rencontré le président Alexandre pour vos secteurs différents ou pour vos organismes ou pas, non? Le BTP, il y a eu une première rencontre avec ses collaborateurs et lui aussi pour la mise en place d'un comité de suivi de la commande publique pour suivre les affaires, pourquoi ça bloque et où est les verrous qui bloqueraient.
du côté des TPE? Nous, dès le lendemain de son élection, donc depuis le mois de décembre, nous lui avons adressé un courrier pour lui dire que nous souhaitons avoir une réunion de travail. Nous avons eu un retour disant qu'on avait pris acte de notre demande, mais ça reste pour l'instant une prise d'acte. Mais dans les faits, nous n'avons Il n'y pas a pas encore encore eu de travaillé. véritable échange. Non, nous regrettons que à la fin du mois, nous arrivons à la fin du mois de janvier et que nous n'ayons pas encore eu cette première réunion de travail. Et pour vous, MPI, Ernest Prévost? Mais nous, c'est un peu la même situation. Hein. On attend beaucoup, surtout sur la nouvelle réglementation douanière, hein, qui sera applicable à partir de fin mars. Et ce qui est désagréable, c'est qu'à ce jour, on n'a pas beaucoup de retours de nos adhérents sur les taux qui les intéressent de façon à bénéficier des exonérations. Et donc à ce sujet, donc il est prévu avec les services de la CTG une réunion d'information avec aussi bien le FTPE, La Chambre des métiers, l'Union des petites voilà. entreprises de Guyane. Tout à fait. Donc c'est prévu lundi après-midi. Très bien. Madame, Messieurs, comment avez-vous vécu l'année 2015? Est-ce qu'elle a été si mauvaise que cela pour vous, pour vos entreprises, pour vos groupements? Vous voulez prendre la parole pour commencer? Alors, ça dépend des secteurs. Hein. Nous avons des adhérents qui nous ont dit, nous, on a eu une bonne activité. Ce sont en général les entreprises qui n'ont pas de salariés, puisque le chef d'entreprise a pu gérer la fluctuation de la commande. Dans certains secteurs, on sent qu'il y a un besoin. La communication, par exemple, nos adhérents qui travaillent dans la communication n'ont pas eu de soucis. Ceux qui travaillent dans la clim, par exemple, parce que c'est un pays où il fait chaud. Donc, il y a des secteurs où nos adhérents n'ont pas connu de difficultés. Ceux qui ont connu des difficultés, c'est ceux qui commencent à avoir du personnel. Là, ça coince parce qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires baisse, il est compliqué pour eux de faire une fluctuation. On nous parle de chômage partiel, mais c'est un dossier tellement compliqué à mettre en œuvre que souvent les chefs d'entreprise essaient de tenir parce que perdre un personnel sur lequel on a investi, même s'ils ne sont que 3 ou 4, c'est quand même 3 ou 4 sur lequel on a pris le temps de s'investir. Les libérer par un licenciement économique pour les reprendre quand ça ira mieux, c'est extrêmement périlleux en termes de stratégie et en même temps, ça augmente la masse salariale des charges sociales qui ne peuvent pas être absorbées. C'est vraiment très compliqué pour les chefs d'entreprise de prendre une décision et certaines sont, par rapport à ça, en difficulté vis-à-vis des charges qu'elles ont à payer. Donc, une année plutôt mitigée pour le TPE. Oui, voilà, ça dépend des secteurs, franchement. Du côté du BTP, Olivier Montez? Clairement mauvais. Je reviendrai un peu sur votre première analyse là en disant que certaines personnes pensaient que la crise était moindre en Guyane qu'en France. Je dirais, c'est clair, il y a une grande différence avec la France, c'est l'augmentation de la population. Les gens qui vivent de la consommation de la CAF, ça augmente. Le budget de la CAF augmente de façon considérable chaque année en Guyane. Donc toute cette société, toutes ces entreprises qui vivent de la consommation des gens vont pas si mal que ça, parce que ça augmente. Donc, il ne va pas ressortir les effets de la crise. Beaucoup moins, et au contraire, ça va augmenter. Il y a de plus en plus d'habitants, il y a de plus en les médecins, il y a de plus en plus de gens qui vont voir les médecins. C'est clair. Par contre, des entreprises qui sont liées à la production pure en Guyane, c'est une année pas bonne du tout, parce que cette consommation artificielle liée à la CAF ou liée à l'augmentation de la population, elle n'est pas productive. Et vraiment dans tout, parce que le secteur du BTP regroupe. Voilà. Alors il y a encore un secteur il y a un secteur qui est encore un peu privilégié, c'est la promotion privée pure. Ça veut dire mais ça concerne une partie de la population simplement. Hein. Donc vous les voyez bien quand vous promenez vers Cayenne, Rémire, Montjoly, il y a quand même des projets immobiliers privés et ça c'est clair. Hein. Il y a encore des gens qui investissent, des gens de Guyane ou des gens extérieurs qui défiscalisent en Guyane, mais c'est une petite partie de la population. Dès que vous passez le pont de parce qu'effectivement on voit des constructions un peu partout. Alors attention aussi, la Guyane, ce n'est pas Cayenne, Rémire, Montjoly. Hein, c'est pas toute la Guyane. Faut pas imaginer, il faut sortir un peu. Vous passez le pont de Cayenne, il n'y a plus une rue. Hein. Sur le fleuve, il n'y a plus un chantier actuellement. Donc la grande majorité, il y a des chantiers également du côté de l'Ouest. À part l'hôpital de Saint-Laurent, il y a très peu de chantiers. Donc je dirais que globalement, il faut faire attention que la Guyane, ça ne se résume pas à Rémire-Montjoly et aux beaux quartiers qu'on voit. Et vous, chez les MPI, Ernest Prévost, la crise, vous avez connu ça également? Ça suit en grande partie, puisqu'on le voit dans le secteur du bois, dans le secteur de l'alimentation. L'alimentation, pourtant, il y a l'alimentation sur de la production locale. Hein, on le voit de plus en plus de concurrence. L'effet octroi de mer, surtout par nos homologues
antillenne n'a pas encore eu d'effet. On le sent un frémissement juste là en ce moment, mais est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Mais bon, on fera tout pour qu'on aille beaucoup plus loin que ce que nous avons obtenu aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y en a sur les 25 sur lesquels on avait une concurrence importante, on n'a pas obtenu gain de cause, quoi, à part 7. Et même moi, qui suis dans un secteur privilégié, je dirais, je ne l'ai pas trop ressenti, quoi. Et pour te savoir que l'exportation marche quand même relativement assez bien pour certains secteurs, notamment vers les Antilles. Mais ce sont des marchés qui sont déjà acquis, ça n'a pas trop bougé, que ce soit le poisson ou même le bois, et encore même le bois, l'export va plus vers la Chine que même l'Europe. Donc la prétention effectivement de la CTG est de développer beaucoup plus le secteur forestier, mais faudra encore-t-il trouver des marchés au niveau national, européen. Pour l'instant, pour ce que je sais, ça va plus sur la Chine. Donc morosité également pour vous cette année 2015. Tout à fait. On est encore... on n'a pas disparu, mais certains ne pourront pas tenir plus longtemps, quoi. Surtout qu'on ne sait pas non plus, dans le cas des créations d'entreprises, quel sera les fonds suffisants qui seront répartis dans différents secteurs d'activité, quoi. Même si on a eu quelques inaugurations très récemment encore avec Watt Guyane, mais le secteur reste encore concurrentiel. Concurrentiel par rapport à nos voisins du Brésil, du Suriname, ou par rapport justement aux concurrents venus d'Europe? Non, concurrentiel aussi bien par l'Europe, et puis encore un petit peu encore sur les Antilles, parce que effectivement la capacité que nous avons de produire est extrêmement limitée. Entre-temps, selon les choix qui sont faits, pour pouvoir tenir la productivité, et c'est pas toujours évident, hein. Sur le papier, on fait beaucoup de choses, mais en réalité, beaucoup de contraintes locales quelquefois qui sont imprévisibles, et il faut avoir les reins solides pour pouvoir passer ce cap. Vous semblez tous les trois assez pessimistes pour l'avenir, visiblement. Ah non, on parle de ce qui s'est passé. Et je pense qu'en tout cas, nous, dans le BTP, ce qu'il faut voir, ce qui est un peu intéressant aussi, c'est d'analyser ces causes. Pourquoi la Guyane a calé? Parce que nous, dans le BTP, on considère que la Guyane a calé. Jusqu'en 2012-2013, la Guyane était en voie montante. Il y a ascendante au niveau dans le BTP. Et intéressant, c'est de voir pourquoi en 2013, fin 2012, 2013, 2014, ça a commencé à caler. Vous avez une explication? Oui, on a une explication claire. Déjà, il y a une première explication, c'est quand même c'est suite aux élections municipales en Guyane, il y a un certain nombre de grandes collectivités qui ont été mis en difficulté, des grandes communes. Deuxième chose, il y a la réduction des financements publics, DGF dans beaucoup de communes. Troisième chose, et qui est importante, c'est qu'on a eu une période électorale excessivement longue avec le report des élections de la CTG. On est resté 2 ans en un point d'interrogation avec ces élections très importantes. Oui, tous les dossiers étaient un peu bloqués. Vous savez très bien qu'en période électorale, c'est pas une période mortelle. Donc la Guyane a réellement calé depuis plus de 2 ans. Donc maintenant, la difficulté, c'est pour ça moi je suis optimiste au vu des programmes qu'il y aura, mais je suis pessimiste sur nos capacités à redémarrer. Alors justement, 2016 s'annonce comme une année charnière. Vous voulez ajouter autre chose? Non, ce que je voulais dire, c'est que nous, on est pessimiste parce qu'effectivement, on parle d'une réalité. Nous avons, nous-mêmes dans les TPE, des chefs d'entreprise qui ont fermé leur entreprise pour redevenir salariés. Alors qu'en fait, pour certains, ils avaient effectivement eu cet objectif de créer leur propre activité, de créer leur propre revenu, et qui aujourd'hui jettent l'éponge pour certains. Mais ils jettent l'éponge en raison des contraintes administratives. Alors, les contraintes administratives, c'est sûr, parce que on n'est pas prévenu quand on crée son entreprise. On n'est pas prévenu de toute cette masse. Il y a plus de formation pour les jeunes chefs d'entreprise. Quelle formation? Non, il n'y a pas de formation. On vous fait un SPI qui dure 1 jour, 2 jours. Vous avez souvent des chefs d'entreprise qui maîtrisent pas bien la langue de Molière, donc ils comprennent pas très bien. Ils viennent avec un traducteur qui traduit comme il peut. Bon, c'est pas suffisant pour en faire un chef d'entreprise. Après, la réalité, c'est la quantité de courriers qui arrivent par la poste et qui s'entassent sur les bureaux de chefs d'entreprise. Donc ça, c'est une première chose. Il y a le fait que souvent, ils ont besoin de compléments de formation, ils ont besoin d'être accompagnés. Il n'y a pas d'accompagnement. Et vous avez certains chefs d'entreprise qui, même en ayant un métier technique, c'est-à-dire ils ont des mains en or, ils savent faire des choses de leurs mains, ils peuvent pas vivre de leur activité. Et certains sont venus me voir en me demandant conseil pour fermer leur activité parce qu'ils avaient des propositions en tant que salariés et qui se sont dit pourquoi pas ne pas redevenir salariés. Et c'est quand même un drame quand on voit aujourd'hui que des entrepreneurs cherchent à redevenir salariés. Il y a un paradoxe ici en Guyane. Il y a autant d'entreprises qui se créent qu'il y en a qui disparaissent sur un exercice. Oui, mais ce n'est pas étonnant.
C'est pas étonnant parce que beaucoup de personnes créent une entreprise parce qu'il n'y a pas de travail, justement. La population est trop importante par rapport au tissu entrepreneurial, donc tout le monde ne peut pas trouver un emploi de salarié. Donc les gens se dirigent par la création d'activités. Donc auto-entrepreneur, le problème c'est la réalité qui suit une fois que l'on a eu son cabis, qu'on a créé l'entreprise, c'est la réalité administrative, de la concurrence, de la performance, de la qualité, de la réactivité, etc. Et ça, ce sont des critères qui sont pas absorbables par beaucoup d'entreprises. L'administratif reste toujours très pesant pour chez l'entreprise. Oui. Le millefeuille n'a pas diminué. Moi, toutes les promesses du président Hollande, au contraire, on a maintenant le compte pénibilité, la mutuelle, le ceci, le cela. Non, ça ne. Vous ne rencontrez pas ces difficultés de les grandes entreprises? Non, alors nous, la fédération, c'est à peu près 70 entreprises de plus de 10 salariés dans le BTP, et nous, on a par contre plus de stabilité, quoi. Parce que c'est des entreprises plus structurées, mais par contre la crise est là, mais il y a plus de stabilité. Sur nos 70 entreprises, je dirais globalement, il y a très peu de turnover. Et vous, au MPI, Guyane, le millefeuille administratif, c'est également une problématique? Nous, on attend beaucoup, effectivement, du retour par rapport à la convention qu'on a signée avec Guyane économique, où beaucoup de promesses. Et consiste en quoi, cette convention, en 2 mots? Surtout, toutes les difficultés que rencontrent les entreprises. On le voit aussi bien pour les transporteurs, on le voit pour les auto-écoles. Récemment, encore, on a eu encore un exemple, des difficultés que rencontre la profession. Énormément de choses qui ont été promises et qui ne sont pas mises en place, quoi. On a l'impression que, de la part de certains fonctionnaires, il y a des obstructions. J'espère que la continuité se fera avec le nouveau préfet, et que ce ne sera pas une lettre morte, quoi. Donc on se battra pour que ces promesses qui ont été données continuent à s'améliorer de façon à ce qu'on se retrouve. Mais c'est vrai que c'est un lourd combat, quoi. J'ai souvenir, Olivier Montes, il y a quelques mois de ça, vous disiez que certains fonctionnaires au niveau des instances parisiennes bloquaient certains dossiers de la Guyane, les mettaient au-dessus, les mettaient aux oubliettes. C'est une réalité ou c'était une vue de l'esprit? Non, je dirais que c'est pas spécifique à la Guyane, mais bon, c'est vrai qu'il y a une réalité notamment du ministère de Bercy qui dès qu'on parle des Outre-mer, ils prennent des boutons. Parce qu'ils considèrent qu'il y a énormément de dépenses sur l'outre-mer, et ils considèrent qu'il y a une source d'économie au niveau du budget national avec l'outre-mer. Donc il y a un combat de tous les jours pour que ce type de fonctionnaires-là, ils comprennent la réalité guyanaise. Et d'ailleurs, souvent, quand ils ont l'occasion, ils ont la chance de faire un voyage dans ces dômes, ils changent complètement de raisonnement. Mais le problème, c'est que c'est loin pour eux. Alors, depuis ce coup de gueule, est-ce que les choses ont changé? Alors, je dirais qu'on a pu régler le problème de la défiscalisation partiellement, puisqu'on a eu l'accord sur le crédit d'impôt, mais ça reste quand même très fragile. Et la constitution du budget 2016 a bien montré que il y avait encore Bercy qui était très réticent à ces aides au développement qu'ils considèrent, eux, comme des dons aux DOM. Pourtant, le ministre Macron semble vouloir faire preuve d'ouverture, pas seulement pour les entreprises locales, mais d'une manière générale. Et on dit même qu'il est un peu libéral sur les bords et qu'il veut déverrouiller certains verrous, justement. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il veut faire avancer les choses sur le plan économique? Nous, dans le BTP, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que globalement, au vu des tensions dans le budget de l'État, tout se décide à Matignon, et que les ministres qui viennent ici portent les projets, mais il y a des arbitrages perpétuels à Matignon, et c'est Matignon qui décide réellement pour desserrer la bride ou pas. Je le disais il y a quelques minutes de cela, 2016, c'est sans doute une année charnière. L'OIN, l'opération d'intérêt national, a été validée. Les crédits alloués pourraient avoisiner les 60 millions d'euros. C'est plus qu'une bouffée d'oxygène pour le BTP notamment. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est fondamental. Pour nous, c'est fondamental. C'est un combat qu'on a eu depuis plusieurs années. Ça sera la première fois dans un DOM que l'État reconnaît qu'il y a une problématique spécifique et qui doit nécessiter une organisation administrative et financière spécifique. C'est du même type que quand l'État a décidé de faire la défense à Paris. C'était une OIN. Marne-la-Vallée. Toutes les grandes villes en France ont été décidées. Donc ça veut dire que là, ça va être gravé dans la loi, et ça veut dire qu'on ne sera plus besoin chaque année d'aller se battre pour dire ça sera le même type que quand il y a un budget pour la sécurité sociale, il est acté. Donc c'est très important. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut que le Conseil d'État donne un avis. On pense qu'elle va se mettre en place d'ici 2018. Et donc notre challenge, nous, dans le BTP, notamment au niveau du logement, c'est de pouvoir faire cette liaison entre aujourd'hui et 2018 jusqu'à que l'OIN soit vraiment en branle. C'est-à-dire qu'effectivement, au cours de ces années à venir, continuer à travailler, continuer également à construire, parce que c'est aussi ça l'objectif pour vous, en attendant que l'OIN se développe véritablement. Vous, les TPE et MPI, de quelle mesure pouvez-vous bénéficier des retombées de l'OIN?
Bon, nous, on a un combat depuis le début qui est le Small Business Act, c'est-à-dire quelle part qu'on réserve aux petites entreprises dans la commande publique. Alors, il y a un travail, on commence à avoir quelques retours sur cette demande puisque la Chambre de métier a sollicité l'ensemble des maîtres d'ouvrage pour que l'on puisse mettre en place une plateforme des marchés publics qui sont en dessous de 25 000 euros, qui sont des commandes qui ne sont pas soumises à la commande publique, mais qui échappent aux petites entreprises parce que il n'y a aucune communication puisqu'il n'y a pas d'obligation légale. Donc les maîtres d'ouvrage ont reçu cette demande. Nous avons une TPE qui est très active et qui travaille sur cette plateforme, qui fait partie d'ailleurs de Réseau Entreprendre, que la Chambre de métier soutient. Et donc, c'est par rapport à, je pense, à cet appel que nous avons fait depuis 2 ans, qu'aujourd'hui, nous avons une première réponse. Et donc, ça vous permettra d'accéder à certains marchés? Ça veut dire que déjà, toute une commande importante de petits travaux en dessous de 25 000 euros, qui se font parce qu'on appelle directement 2-3 entreprises qu'on connaît, mais qui n'est pas diffusée largement à l'ensemble des entreprises, sera enfin accessible à toutes les entreprises qui pourront y répondre. Il y aura un système en plus qui est prévu de notation de ces entreprises au fur et à mesure qu'elles seront répertoriées sur ce site, de façon à ce que les maîtres d'ouvrage aient un retour sur la qualité des travaux faits par ces entreprises. Ça permettra aussi de mettre en place un carnet d'entreprise capable d'effectuer tel ou tel type de travaux. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y aura beaucoup de concurrence. Mais de toute façon, il n'y en avait pas. Puisque comme je vous dis, pour les marchés en dessous de 25 000 euros, il n'y a pas d'obligation légale de faire une publication. Donc souvent les maîtres d'ouvrage, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient 2 ou 3 entreprises qu'ils connaissaient, c'était toujours les mêmes puisqu'on a l'habitude, etc. C'est du copinage pour vous? C'est pas du copinage, c'est que c'est de la facilité. C'est-à-dire on connaît Pierre-Paul Jacques, on appelle Pierre-Paul Jacques, c'est tout. Là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que l'on va diffuser. Donc pour les maîtres d'ouvrage, il y a un gain qui est de dire j'aurai plus d'entreprises qui seront au courant, donc j'aurai peut-être plus de propositions. Pour les entreprises, c'est d'avoir enfin un carnet de commandes accessible et de pouvoir y répondre. Donc ça, c'est pour les commandes en dessous de 25 000 euros. Ensuite, sur les commandes supérieures à 25 000 euros, on a un travail à faire pour dire aux maîtres d'ouvrage. Ça, c'est une première démarche, très bien. Alors déjà, on va voir qui va jouer le jeu. Parce que le courrier a été envoyé à tous les maîtres d'ouvrage. Les premiers retours que j'ai, c'est que la CIMCO semble favorable à cette démarche. Le Grand Port Maritime aussi, voilà, c'est les 2 premiers retours que l'on a. On n'a pas de retour de la CTG, qui est quand même le maître d'ouvrage principal. Voilà, donc il faut effectivement que les retours se fassent. Donc je fais un appel sur cette émission pour dire aux maîtres d'ouvrage qu'ils ont reçu un courrier de la Chambre des métiers sur la mise en place de cette plateforme. Il faut y répondre pour montrer qu'effectivement il y a une démarche et un premier pas qui est fait vers les petites entreprises. Ensuite, nous aurons un deuxième travail, c'est pour les commandes supérieures à 25 000 euros. Et donc, c'est une deuxième tranche. On est en train de travailler justement pour accompagner les entreprises qui sont en capacité de répondre aux travaux de plus de 25 000 euros à une plateforme d'appui administratif et comptable pour que les entreprises puissent se consacrer à leur cœur de métier, à ce qui est technique. Donc, le projet est déjà ficelé. Nous avons déjà travaillé au niveau du bureau de l'Union des très petites entreprises de Guyane à la trame de cette plateforme. On a tout identifié. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est que les institutionnels nous disent banco. On est avec vous, on vous suit et on vous accompagne. Et notamment la CTG, qui doit effectivement prendre acte de cette plateforme qui est demandée depuis des années. Moi, avant que je sois présidente, j'ai longtemps entendu dire que les entreprises ne pouvaient pas faire l'administratif et la comptabilité seule dans les TPE, qu'il fallait un outil. Nous avons enfin travaillé depuis l'année dernière sur cet outil. Nous avons tout arrêté, nous avons tout envisagé. C'est apporté sur un plateau aux institutionnels. Maintenant, ils n'ont plus qu'à nous dire oui, on y va avec vous. Et le deuxième outil qui est très important pour qu'on puisse permettre que les entreprises aient du travail pour les marchés au-dessus de 25 000 euros, c'est un centre de ressources appliquées qui est un outil beaucoup plus simple qu'un observatoire économique qui serait extrêmement lourd, dont on parle depuis 20 ans, qui n'a jamais été mis en place parce que c'est trop lourd à mettre en place. Nous, on propose un centre de ressources qui, au bout d'1 an, peut apporter effectivement des réponses sur le type d'entreprise que nous avons en Guyane. 90% des entreprises sont des TPE. Ce centre de ressources appliquées permettrait d'identifier les comportements, le fonctionnement, les faiblesses, les forces, les atouts de ces entreprises, donnerait des indicateurs pour que les institutionnels aient des réponses pour
adapter les outils à ces entreprises. Au bout d'un an, nous sommes en capacité aujourd'hui, si ce projet est soutenu... Qui pourrait créer ce centre? Mais ce centre, nous avons tout écrit déjà. Il va se faire avec l'Union des petites entreprises de Guyane, avec l'université, parce qu'il y a des chercheurs qui sont en capacité de travailler sur des simulations, des algorithmes, etc. Donc on a quand même des gens compétents en Guyane qui peuvent travailler sur tout ça. Et avec cette synergie entre le monde économique et le monde de la recherche, on peut aujourd'hui apporter une réponse et donner enfin des outils aux institutionnels pour comprendre le fonctionnement de 90% des entreprises en Guyane, et sans attendre 10 ans encore, parce que si on attend la mise en place d'un observatoire économique en Guyane, on y est dans 20 ans. Voilà. Ernest Prévost, est-ce que vous attendez des retombées de l'OIN pour les MPI? Écoutez, oui, si on veut, parce que si vous voulez, ce qui se pose chez nous comme difficulté, c'est surtout la mise en place par rapport à l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'on est moyenne et petite industrie, et vous voyez bien que le secteur industriel était embryonnaire. Et dès qu'on essaie de passer un cap important, on se retrouve avec des normes qui nous sont demandées et qui ne sont pas forcément applicables dans notre environnement, puisqu'on prend l'exemple, hein, je pourrais vous citer dans l'agroalimentaire par exemple, vous avez les pesticides qui sont autorisés chez nos voisins, ne sont pas au Suriname, et malheureusement sont pas autorisés chez nous. Vous avez par exemple sur la norme aussi, sur les produits fabriqués, beaucoup de contraintes qui font que ces petites industries n'ont pas les moyens de répondre. Ou alors, vous arrivez à avoir, et c'est là le plus gros danger, d'arriver de concurrents qui ont plus de moyens et qui, au bout de 3 ans, pourront faire disparaître cet embryon industriel. Et alors que ceux qui viennent, souvent viennent pour faire un coup, comme on dit, pour un marché, pour une opération, et après s'en vont. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des normes spécifiques guyanaises pour pouvoir justement mieux protéger les entreprises locales. Je ne dis pas des normes spécifiques, mais plutôt adapter et donner le temps à ces entreprises de se mettre en orbite. Pourquoi? Parce que je dirais toujours, Paris s'est pas construit en un seul jour. Donc il faut du temps. Il ne faut pas oublier que ce sont des chefs d'entreprise qui sont nés avec de petits moyens, qui font pas partie de groupes, et cela demande du temps. Hein, je prends mon cas, ça a été mon cas, je ne fais pas partie d'un groupe, je suis tout seul. Ce que j'ai pu réaliser, il m'a fallu 30 ans pour pouvoir créer une entreprise sur Saint-Laurent qui maintenant est équilibrée et a de l'avenir devant elle. Et en plus, il fallait beaucoup investir. Oui, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, et c'est vrai que sans les fonds européens, j'aurais pas pu réaliser ce que j'ai réalisé. Pourtant, ce que j'ai réalisé est une petite industrie. Place publique. Vous êtes toujours dans la place publique avec nous aujourd'hui autour de la table, Madame Valérie Vanoukia, la présidente de l'UTPE, l'Union des très petites entreprises de Guyane, Olivier Montez, le président de la Fédération régionale du BTP, et Ernest Prévost, le président des MPI Guyane. Madame, Messieurs, le pacte d'avenir promis par le président de la République commence à prendre corps. Les premiers arbitrages vont avoir lieu et le pacte sera présenté aux forces vives dans les mois à venir. Vous fondez des espoirs sur ce pacte? Oui, moi je pense que tout ce qui est positif, il faut le prendre. On aurait tort de refuser un pacte d'avenir qui permettrait de rattraper un retard, parce qu'il y a véritablement un retard important en infrastructure, en équipement, en termes de services. Il y a effectivement un besoin financier important pour permettre que la Guyane soit en ordre de marche. Donc oui, nous en attendons beaucoup. Maintenant, nous resterons vigilants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce pacte d'avenir? Ce n'est plus une Arlésienne, Olivier Montez, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis 2013, depuis l'annonce du président de la République. Nous honnêtement, on reste très sceptiques. On a bien peur que ça soit l'addition de budget déjà existant présenté différemment. Les sommes, elles sont connues depuis très longtemps. C'est de l'ordre de plus d'1 milliard d'euros. Dans le contexte national, on est quand même sceptique que le gouvernement puisse mobiliser des telles sommes, ça serait très bien. On sera très vigilant. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup plus modeste. Il y a un contrat plan État-région qui a été signé de l'ordre de plus de 800 millions d'euros. Mettons-le déjà en marche, rapidement. Ces 800 millions d'euros, c'est bien. Déjà, ce contrat plan État-région, il y a des interrogations sur les financements réels, parce qu'il a été fait en fin de mandat de la région. Mettons en marche ce plan-là. Tant mieux s'il y a le pacte d'avenir. D'ailleurs, le président de la CTG souhaite une revoilure de ce CPER.
tout à fait, parce que il faut être conscient à l'heure d'aujourd'hui des enjeux, quoi. Jusqu'à maintenant, l'Europe finançait les collèges, les lycées, les routes. L'Europe ne finance plus rien. À l'heure d'aujourd'hui, ça va être la collectivité seule, avec l'État, qui va être obligé de construire tous les collèges, toutes les routes, toutes les stations d'épuration. C'est tout nouveau. Ça ne s'est jamais fait en Guyane. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que quand on va faire l'état d'édition finale, il va y avoir des très grandes inquiétudes. Alors vous dites, pour l'instant, contentons-nous du CPE à 800 millions d'euros, mais on connaît les besoins de la Guyane, ils sont quand même relativement accrus. Non, je ne dis pas contentons-nous. Je dis lançons déjà. Parce que si on attend le pacte d'avenir, dans un an, on sera encore en train de discuter. Parce que si c'est plus d'1 milliard d'euros, ça va pas se passer. C'est Valls va pas signer un chèque d'1 milliard d'euros demain. Hein. Déjà, il y a 800 millions qui sont contractualisés avec l'État, avec l'Europe. Lançons-les au plus vite. Vous êtes sceptique, vous aussi, Moi, je suis pas sceptique, si vous voulez, mais j'y crois. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit y croire, on est entrepreneur. Ce qu'il y a, c'est qu'il est certain que ça va pas se faire coup de baguette magique. On a vu, hein, tout ce qui est précipité ne réussit pas. On a eu le cas du plan vert, hein, où on a voulu créer en peu de temps l'exploitation, et on a vu ce qu'il en reste. Donc je crois qu'il faut être marathonien en Guyane. On a effectivement des besoins par rapport au développement, mais ne rêvons pas. Il faudra du temps pour mettre cela en place. Et je crois pas ce que dit Olivier, hein. Il faut y croire, mais faisons d'abord avec ce que nous avons et le reste viendra. Et je pense que quel que soit ce qui nous sera proposé, ce sera encore comme ça se fait souvent dans des moments de crise. On nous annonce beaucoup de choses et très peu de choses se réalisent. Il est préférable de nous dire on n'aura que ça et faisons avec ça. Quand on les aura fait, on demandera plus. Alors, on l'a vu ces derniers mois que certains politiques, lors des élections à la CTG, souhaitaient qu'il y ait un véritable plan Marshall pour la Guyane, pour un décollage économique, un véritable décollage économique. Ils avaient estimé cela à plusieurs millions d'euros, à 20 millions d'euros, 20 milliards d'euros, il me semble. C'est assez réaliste de leur part, ou effectivement, il faut revoir ses prétentions à la baisse? Non, honnêtement, c'est pas du tout la position de la fédération du BTP. Il y a un rattrapage à faire, mais je veux dire, on peut se faire plaisir en faisant des additions. On peut demander 20, 40 milliards, c'est sûr. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut identifier les besoins. Il faut que la CTG, du fait maintenant de sa compétence globale, réidentifie bien les besoins exacts avec les collectivités locales, rapidement. Et puis qu'on fasse un chiffrage total. Mais ces besoins sont connus déjà, Olivier Montes, depuis des années. Mais je veux dire, on ne pourra pas tout faire en même temps. Voilà. C'est faux de faire croire aux gens qu'on fera tout en même temps. C'est pas possible. On ne pourra pas faire tout en même temps. Donc, identifions bien les priorités. Les priorités, nous, on dit. Alors aujourd'hui, la fédération, elle dit attention, la Guyane est à un tournant. On a calé depuis 2 ans. La population est en train d'augmenter de façon significative. La Guyane doit changer de braquet. Vous prenez la circulation. À l'heure d'aujourd'hui, une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni va doubler de population. Est-ce que vous avez vu un chantier routier d'extension de route dans Saint-Laurent-du-Maroni? Est-ce que l'entrée de Saint-Laurent-du-Maroni, qui date depuis 30 ans, va permettre d'être une entrée d'une ville de 50 000 habitants ou de 60 000 habitants dans 20 ans? Non. Il y a des choses urgentes à faire. Donc il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas d'anticipation, c'est qu'il y a des coûts pour tout. Mais c'est sûr qu'il y a des priorités. Je pense que la Guyane, il faut qu'on se projette dans un pays de 300 000 habitants. On n'est plus dans les années 90 d'un pays de 100 000 habitants. Et puis, je crois surtout qu'on a des filières quand même qui peuvent permettre d'avoir des retours, comme la filière aurifère. C'est une filière qui est porteuse d'avenir, qui pourrait dépasser... Il faudra d'abord l'assainir, visiblement. Oui, mais ce que je dis, il faut y travailler, mais véritablement l'accompagner, la développer. Et c'est une filière, si elle est effectivement bien mise en ordre de marche, elle peut dépasser le PIB du bâtiment et du centre spatial. Hein. Donc l'aurifère, c'est quand même pour les pays voisins, le Suriname, le Brésil, une recette extrêmement importante. Pourquoi elle ne le serait pas pour nous? Voilà. Ça doit être à cause des Garimperos. Non, mais on peut pas mettre tout sur la faute des Garimperos. Mais nous, que faisons-nous? C'est ça l'histoire. Parce que quand il y a une place vide, elle est occupée. Les Garimperos sont là parce que nous n'y sommes pas, tout simplement. Je crois que le jour où on aura pris la mesure des choses, quand on connaît le prix du gramme d'or, enfin, je sais pas moi, on doit quand même se dire qu'il y a urgence à pouvoir en retirer quelque chose. En tout cas, tous les pays voisins ont vu un intérêt. D'ailleurs, une partie de leur or vendu et de leur prix sur notre territoire, quand est-ce que ça va cesser, ça? Non, je crois que la France, pour l'instant, non, pour des raisons que j'ignore, on ne met pas le paquet sur cette filière, alors que, comme je le dis, le prix du gramme d'or devrait être à lui tout seul un élément essentiel pour qu'on s'y mette à fond. Voilà. Ernest Prévost.
savez, je dirais qu'effectivement, Olivier le disait encore, je crois que c'est ce week-end, lors de ses vœux, prenant déjà la route de Cannes-Saint-Laurent, on est encore avec une route où vous avez des ponts à une seule voie. C'est inacceptable. Le pont de Sassabal, sur son état, on se demande, le jour où il y a un incident sur celui de Mana, que fait-on? Et je pourrais les citer dans d'autres qui sont à sens unique, le pont de Kunamama, énormément de ponts qui sont à une voie et qui deviennent de plus en plus dangereux si effectivement Saint-Laurent doit dépasser les 50 000 habitants, il y aura plus de circulation et donc plus de risques. Donc je crois que tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il devrait y avoir des priorités. On est encore depuis 2 ans en train de refaire des passages busés sur cette voie. C'est extrêmement long. Pourquoi? Je pense que c'est toujours pareil, ce sont les moyens. Est-ce que ça veut donc dire qu'il y a une volonté de l'État de ne pas développer réellement la Guyane? Je ne sais pas s'il y a une volonté de ne pas développer, je ne pense pas, mais il y a un laxisme, c'est-à-dire que pour pouvoir refaire des passages busés, je ne pense pas qu'il faille autant de temps. Prenez la plateforme d'Ariane 6, elle a été réalisée en moindre temps, et je crois même qu'ils ont même avancé le chantier par rapport au timing. Donc quand on veut que ça réussisse parce qu'on a des contraintes, on y fait. Et là, je pense que l'État ne se donne pas des contraintes de se dire faut que Saint-Laurent soit relié avec des ouvrages qui permettent de pouvoir faire passer des transports routiers. On le voit, tous les poids lourds actuellement sont obligés de passer par Mana, qui n'est pas une route complètement terminée. Il y a une bonne portion qui n'est pas viable, et beaucoup sont obligés de la faire. Ils n'ont pas le choix. Alors, on parle de l'Ouest, mais également du côté de l'Est. Il y a le trafic, c'est l'exemple encore. Regardez le pont de la Comté. Moi, quand j'ai fait ma sollicité en 73, ce pont existait. On est là plus de 40 ans après, ce même pont est encore là. Ils vont le changer, visiblement. Oui, il sera double voie. Mais 40 ans après, non. Alors qu'on a construit un ouvrage sur le Yapok pour pouvoir le relier avec le Brésil. Bon, c'est ça l'incompréhension. Pourquoi autant de temps? Pourquoi cela? Est-ce que c'est dû aussi à nos politiques qui sont pas assez convaincants, qui ne tapent peut-être assez le poing sur la table? Je crois que ça manque aussi de fermeté. Quelquefois, il faut être motivé. Hein. Je le revois encore très récemment, encore l'année dernière, quand il s'agit de l'octroi de mer, hein, alors que nous avions au ministère de l'Outre-mer toute nos représentations sénatoriales et législative, faire admettre un principe d'une concurrence déloyale à la ministre de l'Outre-mer, on a l'impression que on accepte tout. Et je crois que de nos jours, on n'a plus le choix. Il faut éviter effectivement d'avoir des mouvements tels qu'on l'a eu avec les jeunes pour l'université, comprendre qu'il y a une réalité et n'attendront pas le pire pour pouvoir faire ce qu'elles veulent faire. Mais je ne pense pas effectivement qu'il y a une volonté de ne pas développer. Non, de toute façon, il y a une volonté de donner à ce pays les moyens, mais qui n'est pas suffisamment proche et qui, si on attend trop, causera problème. Alors, d'aucuns s'accordent à dire que l'avenir de la Guyane sur le plan économique, en tous les cas, passe par la coopération régionale économique. Encore faudrait-il lever certains freins administratifs. Vous êtes d'accord ou pas avec cela? Il y a encore beaucoup de barrières, effectivement. On parle de coopération, mais je crois qu'on parle plus de coopération culturelle. On ne parle pas de coopération économique. Et c'est ce que nous avons besoin. Dans tout ce qui se fait, c'est de la coopération culturelle. Je dis oui, mais c'est pas ça qui va sportif peut-être, mais voilà, pas forcément économique. Pas économique. On le voit, les difficultés qu'on aurait pour pouvoir exporter nos produits. On en discutait encore dans la semaine encore, serait-ce que des produits fabriqués en Guyane, aux normes européennes, qui ne sont pas acceptés au Suriname. Moi, c'est pareil pour le rhum, alors qu'on est dans un environnement sur lequel on a une possibilité de le faire. Et je ne parle même pas du Brésil, parce que même demain matin, avec l'ouverture du pont sur les Yapok, c'est pas sûr qu'on pourra exporter non plus sur Macapa, ou encore moins Saint-Georges. Par contre, de l'autre côté, on a l'impression que les portes sont ouvertes, quoi. Ça. Olivier Montez. Alors attention, cette coopération régionale, en tout cas dans le BTP, elle peut être à double tranchant. Imaginez qu'à aujourd'hui, il y a des carrières de gravier qui vont s'ouvrir à Macapa, à Oiapoque. Sur le fond, une fois qu'elles seront produites avec les coûts de la manœuvre brésilienne, il sera moins cher pour les Guyanais d'acheter du gravier à Oiapoque et de le rouler. Attention, il y a de l'emploi en Guyane, avec le coût qu'on connaît. La Guyane, elle a son histoire, qui est différente de Oiapoque et différente du Suriname. Si on ne va que pour le prix, on met toute la Guyane au chômage et on achète tout autour.
Donc, est-ce que c'est la volonté du pays? C'est pas sûr. Donc, attention aussi à faire miroiter, disant on achète toujours. Comment on fait avec l'emploi local, qui a un certain coût, mais qui est la coût de l'histoire de la Guyane. Par contre, oui, pour aller dans la coopération régionale, on achète actuellement des produits en Europe, chers. Si on trouve ces types de produits dans notre environnement régional, et les transformer après au niveau et les local. transformer localement, oui, pourquoi pas. Ça, c'est une bonne idée. Mais attention aussi, ça peut avoir un effet dévastateur sur l'emploi guyanais. Valérie Vanoukia. La coopération économique, non, je n'y crois pas trop. Elle est culturelle et sportive, c'est vrai. Deuxièmement, ce sont des sujets qui sont décidés en haut lieu. C'est-à-dire que ça se décide d'État à État. C'est-à-dire que la France discute avec un autre État et voit l'intérêt de l'ensemble du territoire et pas forcément de la Guyane qui est proche de ces territoires. Donc souvent, comme dans toute négociation, Est-ce que nos élus, nos acteurs économiques ne peuvent pas justement infléchir la position du gouvernement? Mais s'ils ne sont pas invités, attendez, il y a des réunions qui sont faites d'État à État. C'est le président français qui rencontre le président du Brésil. Terminé. Il y a des accords qui sont décidés parce que la France décide, je sais pas, moi, qu'ils veulent vendre des Rafales. Le Brésil dit, mais moi, tu me donnes ça en contrepartie. C'est que des contreparties. De toute façon, l'une négociation est faite de contreparties. Dans ces contreparties, on ne pense pas au département d'outre-mer. On pense au territoire dans son ensemble. Et le territoire dans son ensemble, c'est pas les points que nous représentons. Donc, de toute façon, dans cette coopération économique, nous sommes toujours défavorisés parce que les enjeux nous dépassent et sont faits entre des États. Alors, il serait temps, effectivement, qu'on intègre maintenant le président de la CTG, puisque la CTG est une puissance publique aujourd'hui de premier ordre. Il faut absolument que le président de la CTG soit partie prenante des décisions et des discussions qui sont faites avec le Suriname, le Brésil, dans les négociations et les contreparties qui sont décidées. Mais aujourd'hui, les contreparties sont faites sans qu'on nous demande notre avis et sans que soit évalué l'impact négatif. Donc le résultat est que tout le monde peut rentrer sur la Guyane et que nous pouvons aller nulle part. Mais il me semble que maintenant nous sommes membres du CARICOM maintenant. Non mais maintenant, alors, mais tout l'historique que nous avons, il va pas être résorbé en peu de temps. En attendant, tous les autres peuvent rentrer sur notre territoire et nous ne pouvons pas aller chez eux. C'est ça la réalité. Alors maintenant, pour défendre tout ça, c'est comme pour l'octroi de mer. On va se retrouver en face d'une quantité de chefs d'État qui vont dire non, mais nous, ça nous arrange pas de renégocier avec vous. C'est ça. Parce que nous, on a un avantage, c'est qu'on peut aujourd'hui écouler notre marchandise chez vous. Pourquoi il ferait marche arrière? Non, c'est extrêmement compliqué. Hein. Sur le culturel et le sportif, on n'aura pas de souci, mais sur l'économique, moi, j'y crois très très peu. Hein. Il faudra instaurer un bras de fer. De toute façon, dans le bras de fer, on est quand même tout petit. Donc, je sais pas. Malgré l'immensité de la Guyane et toutes ses richesses. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais quand même aborder avec vous la réforme du Code du travail. Qui a été donc présentée au cours de cette semaine, va-t-elle permettre, selon vous, une réduction du chômage au plan local? Moi, je pense que tout ce qui permet la flexibilité dans une entreprise permettra aux patrons d'avoir moins peur d'embaucher. Alors, la réalité, elle est là. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les patrons ont peur d'embaucher, ont peur de s'engager avec des salariés, notamment en CDI, parce que les contraintes pour s'en séparer sont très compliquées. Donc, il y a eu un premier pas. Le MEDEF national s'est positionné en disant que, et malheureusement la fédération du BTP aussi, on n'était pas assez loin. Je veux dire, les verrouillages sur le CDI sont encore là. Les prud'hommes, les négociés, les départs, ça c'est compliqué. Chaque fois qu'il y a un prud'homme, à 90%, c'est l'employeur qui est condamné. Donc en fait, les gens ont peur d'employer et c'est dommage. Donc nous, on pense qu'il faut aller encore plus loin, plus de flexibilité, tout en préservant les lois qui protègent les salariés. Mais est-ce que la flexibilité pourrait permettre également la protection du salarié tout de même? Parce que c'est quand même une problématique. Oui, en fait, le problématique, c'est le mode de séparation. En fait, c'est ça qu'on bloque. C'est-à-dire, il y a eu, avec les conventions transactionnelles, un effort qui a été fait. Donc, on arrive à séparer. Le problème, il est là, c'est le moment où on se sépare. Et c'est compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Le code est tellement verrouillé que les patrons en ont peur. Ernest Prévost. Je rejoins ce que dit Olivier, effectivement, c'est pas de salariés, parce que du travail, on en a, mais d'une façon constante, personne ne sait. Hein. Vous savez bien que, serait-ce que pour ceux qui ont de la commande publique, c'est en dents de scie. Donc à un moment donné, on se dit oui, cette compétence, il nous la faut, mais si on doit la conserver, la marge que nous avons, elle disparaît. Donc dans ces conditions, on reste toujours très limité avec des surcoûts. Heureusement que dans certaines entreprises, on
arrive à avoir des ententes entre salariés et patrons qui fait qu'on arrive à tenir. Mais si on devait appliquer strictement la loi, je crois que beaucoup seraient condamnés en permanence. Hein. Votre vision de la situation, Valérie Vanouka? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a un problème. Au journal télévisé, dernièrement, on faisait remarquer que tous les pays donc d'Europe ont diminué le chômage, sauf la France. Depuis, et en comparant le mandat de Nicolas Sarkozy et le mandat d'Hollande, ils ont tous eu une augmentation de chômage. On a un véritable problème donc en France à trouver les bonnes mesures qui permettrait d'inverser cette courbe. Donc le challenge que s'est fixé Hollande, il est extrêmement compliqué parce que les rapports entre effectivement le patronat et les salariés ne permettent pas de faciliter, de fluidifier la relation travail. Et donc dans les TPE, en tout cas, l'embauche, c'est une réflexion qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Le chef d'entreprise préfère travailler jusqu'à 22h, 23h. Tout seul? Tout seul, plutôt que d'avoir la contrainte d'avoir un salarié avec des risques, justement, en cas de baisse de commande, ne pas pouvoir s'en séparer sans difficulté. Voilà. Alors justement, les 35 heures ne sont plus un sanctuaire pour la gauche, on l'a vu ces derniers temps, mais vous, en tant que patron, comment est-ce que vous appréhendez ce dispositif et ses éventuelles évolutions? Pardon, excusez-moi. Il faut identifier plusieurs entreprises. Il y a les très grandes entreprises nationales. En Guyane, à part de l'administration ou des choses comme ça, pour nous, en Guyane, c'est des PME partout. Donc, je dirais, il y a une négociation interne dans chaque entreprise. Et donc, ça fait des années que la loi des 35 heures est quand même négociée. Et quand il y a des surcoûts d'activité, il y a des accords qui sont trouvés en interne avec nos salariés pour les coups de bourre, tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de tension en Guyane, dans le privé, sur le problématique de 35 heures. C'est pas une loi qu'on avait trouvé idéale à l'époque. Bon, elle est inscrite dans la Constitution, on s'y est adapté, et nos salariés et nos syndicats s'y adaptent aussi, et il y a de la flexibilité en Guyane sur les 35 heures. Du côté des NPI, Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on a toujours des accords avec les salariés, quitte à quelquefois être hors la loi, quoi. Mais on arrive malgré tout à se comprendre, puisqu'ils sont conscients de la réalité du terrain, quoi. Les entreprises n'ont pas en permanence. Moi, je prends mon cas, en tant qu'entreprise saisonnière, on a des périodes de pointe où il va falloir négocier après, quoi. Donc, jusqu'à maintenant, ça marche, parce qu'il y a une compréhension, mais est-ce que dans l'avenir, ça sera encore accepté? On n'en sait rien. En tout cas, vous, les TPE, vous ne comptez plus vos heures. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ce dispositif, s'il évolue, vous le voyez comment? Vous l'appréhendez comment? Je vous dirais, nous, ce qu'on veut déjà dans les TPE, c'est avoir du travail, avoir une visibilité. C'est la première chose. Je pense qu'à partir du moment où nous aurons une visibilité sur notre carnet de commandes, on sera beaucoup plus enclin à embaucher. Quand nos chefs d'entreprise auront un vrai appui administratif, comptable et ressources humaines, parce que je pense que ce qui leur manque souvent, c'est je fais quel type de contrat, comment, etc. Ils ont besoin de cet accompagnement ressources humaines. Il y a des outils à mettre en place pour que dans les TPE, on puisse au moins embaucher un salarié. Si toutes les TPE embauchent un salarié en Guyane, c'est 10 000 emplois tout de suite. Je pense que ces outils sont à mettre en place. Il y a une flexibilité qui sera automatiquement trouvée entre deux personnes, parce que quand dans une entreprise, on n'est que deux, le chef d'entreprise et un salarié, les flexibilités sont automatiques, mais comment on passe le cap du premier emploi? Voilà. On va faire un dernier tour de table. Comment voyez-vous l'avenir économique de la Guyane pour l'année 2016? C'était ça notre thème du jour. Avant de refermer cette émission, Vanouka, vous avez la parole. Mais écoutez, je l'ai dit au vœu à la CTG, hier au vœu de Kourou, pour nous c'est une année d'incertitude. Ça voudra dire qu'il faudra être plus vigilant, plus efficace. Donc c'est une année où il faudra performer, c'est-à-dire dépasser ses capacités de performance, de rigueur, de vigilance, de compétitivité. C'est une année extrêmement compliquée pour les entreprises et donc tout le monde sera effectivement sur l'efficacité, mais il faudra quand même rester, comme je l'ai dit, créatif quand même pour imaginer les solutions. Voilà. Olivier Montez. Nous, une vision optimiste, parce qu'il y a le contrat planétaire qui va démarrer, les fonds européens, l'OIN, pacte d'avenir sûrement. Par contre, prudent et très vigilant sur la méthode pour ce redémarrage. Nous, on a pris l'exemple du logement social. Quand il y a une cohésion de tous les décideurs, de tous les intervenants, ça fonctionne. Et on voudra, en 2016, remettre cette méthode de travail, de concertation générale sur toute la commande publique, de
tous les ouvrages. Et donc ça va être notre challenge, ça va être de pousser, on le dit clairement, on va pousser l'État et la CTG à redémarrer. Ernest Prévost. Mais nous déjà, c'est de pouvoir faire que cette année ne soit pas la pire des années, parce qu'on vient de terminer une année 2015 relativement difficile. Nous avons bon espoir et nous le devons que les choses s'améliorent, mais surtout pas qu'elles empirent, quoi. Donc avec tout ce qui a été dit, avec la nouvelle collectivité, on espère que la CTG mettra tout en œuvre pour pouvoir nous permettre de pouvoir nous développer et de pouvoir répondre aux besoins du département. Madame, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc qu'aujourd'hui, Place Publique accueillait Valérie Vanoukia, la présidente de l'UTPE, l'Union des très petites entreprises de Guyane, Olivier Montez, le président de la Fédération régionale du BTP, et Ernest Prévost, le président de MP Guyane. Merci à Cédric Cavé à la réalisation. Une émission retrouvée donc ce dimanche à partir de 15h sur nos antennes et bien évidemment sur notre site internet guyane.lapremière.fr. Merci encore de votre fidélité. Place Publique prend quelques jours de vacances et revient d'ici à 15 jours après le carnaval. Bon carnaval à tous, bon week-end à tous et encore une fois merci de votre fidélité. Place Publique.